Pendant que vous vous battez à débattre sur les CFA ou éco, vous pensez pas à autre chose. Vous faites pas autre chose. En fait, c'est une grosse distraction juste. Et lorsque j'ai écouté le discours de ce qui se dit ces derniers jours, rien n'a véritablement changé à part le nom. 1 euro est toujours égal à 655 euros. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui fait des performances financières mais remarquables. La Côte d'Ivoire arrive à aller s'endetter au Japon. Donc l'économie japonaise a confiance en l'économie ivoirienne. Bonjour à tous, bienvenue sur Navalure Média. Aujourd'hui, nous allons parler de financement des entreprises, de politique monétaire, de blanchiment de capitaux, mais aussi de tous les mécanismes que les entrepreneurs ont besoin pour développer leur entreprise et aussi les financer. Aujourd'hui, j'ai un panel exceptionnel. À ma droite, Eric Mbika. Eric, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis Eric Mbika, je suis entrepreneur et consultant en intelligence économique. Donc, j'accompagne les porteurs de projets à réaliser leurs projets et aussi les entrepreneurs à optimiser leur temps tout court de travail pour pouvoir avoir des résultats optimums. Bruno. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Bruno Djaba. Je suis jeune diplômé en analyse financière et j'ai aussi une certification AMF. Donc, actuellement, je m'intéresse à tout ce qui est investissement financier en Afrique pour essayer de booster un peu le mental des jeunes Africains pour qu'ils se puissent s'intéresser, savoir de quoi il est question, etc. et avoir une avance un peu plus compétitive par rapport à ceux qui sont en Europe. Ok. Wan Boni. Bonjour, moi c'est Boni Wan, donc je suis fondateur de Financial Ivoire, qui est un spécialiste de l'information financière sur tout ce qui est banque d'affaires et fonds d'investissement pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc on existe depuis 6 ans et en parallèle de ça, je suis étudiant en master d'ingénierie financière ici en France. Ok, super. Donc on a des profils un peu variés, plus financière, plus business avec Eric. On va commencer par parler de politique monétaire. Alors ce média, on a tendance à échanger sur tous les sujets, même principalement des sujets économiques, des sujets géopolitiques et aussi tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et à l'éducation. Donc, pour parler de politique monétaire, on a constaté dans l'actualité économique que les pays africains envisagent d'enfin passer à l'action et de mettre en place les moyens pour supprimer définitivement le franc CFA et adopter une monnaie commune. En 2019-2020, on parlait du lancement de l'éco et c'est un sujet qui revient chaque année. Est-ce que cette année ou l'année prochaine, on sera enfin dans le concret? Tout d'abord, on va passer la parole à Eric. Qu'est-ce que tu penses de ces projets qui datent depuis plusieurs années mais qui n'aboutissent pas? Est-ce qu'enfin on peut espérer qu'on sorte définitivement de cette monnaie du franc CFA? Ouais, merci pour ta question. Je pense que je vais être un peu fataliste. Je vais encore dire que ça n'aboutira pas, tout simplement parce qu'il faut être réaliste. Quand on vient du domaine économique ou financier, on sait très bien que les projets monétaires et économiques, c'est des projets d'accompagnement et qui prennent du temps. En fait, en économie, il y a un principe qui est simple. J'aime bien prendre un exemple pour dire l'économie, c'est pas une machine à café où vous mettez une pièce et la bouteille, elle descend. L'économie prend souvent du temps. Donc, sur ces sujets-là, je pense que nous sommes tout simplement mal préparés et je pense que nos autorités, nos présidents, nos politiques n'y connaissent tout simplement à rien et ils vont à l'aveugle. Tout simplement parce que c'est un sujet qui passionne les foules. D'accord. On vous donne, on appelle ça un écran de fumée, pour parler rudement, un écran de fumée, on vous le donne. Pendant que vous vous battez à débattre sur les CFA ou éco, vous pensez pas à autre chose. Vous faites pas autre chose. En fait, c'est une grosse distraction juste. Parce que si on veut vraiment le faire, appelons les experts. Mais on a des experts, non? On a des experts, je pense. Bruno, qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? Aujourd'hui, l'Afrique a pas mal d'économistes. Oui. On a des financiers, de plus en plus de financiers dans la région. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour passer à l'action? Alors, moi, je pense que déjà, le débat ne devrait même pas poser de se faire entre l'éco ou le franc CFA. Il faut d'abord qu'on dispose des conditions économiques pour permettre à ce que cette monnaie ait un impact, en fait, sur nos économies, sur les échanges commerciaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une décision politique que économique, en quelque sorte. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une étape pour mettre en place une monnaie. Et lorsque j'ai écouté le discours de ce qui se dit ces derniers jours, on voit en réalité que rien n'a véritablement changé à part le nom. 1 euro est toujours égal à 655 euros. Donc, en gros, c'est le nom franc CFA qui a juste été changé pour mettre une monnaie qui regroupe l'ensemble des pays de la sous-région. C'est tout. Wan. Une opération de blanchissement, quoi. On peut dire ça comme ça, mais on va en venir. On va demander l'avis de Wan. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Non, mais moi je pense qu'il faut bien cadrer le débat. En fait, il y a 2 échos. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a 2 échos. Il y a le premier projet qui est la réforme du franc CFA à l'écho qui concerne 8 pays de l'UEMOA. Donc les 8 pays de l'UEMOA que nous connaissons, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Togo, tout ce qui va avec. Et il y a un deuxième projet d'écho qui est une monnaie globale qui concerne 15 pays, les 15 pays de la CEDEAO. Donc le premier écho, c'est de changer le nom du franc CFA, donc des 8 pays de la zone
UEMOA de changer le nom de franc CFA à ECO et d'autres ajustements techniques qui viendront juste après. Et il y a le projet global qui concerne les 15 pays de la CEDEAO, dont le Nigeria et le Ghana, qui concerne une monnaie unique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème au niveau des critères de convergence. Donc, entre l'ECO en griffe de l'UEMOA et l'éco global, il y a un fossé. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un moment, en fait, on ne débattait plus dessus, il y avait une mésentente. Et là, maintenant, il y a quelques jours, je pense que le président Diomaye Faye du Sénégal il préside maintenant la CEDEAO et il a relancé la question de l'éco. Comme Bruno l'a dit, en fait, c'est déjà une volonté politique. Maintenant, il faut qu'il y ait une compétence technique derrière, donc des économistes qui vont soutenir le projet. Mais je ne pense pas que du jour au lendemain, on changera du franc CFA à l'éco. C'est juste des spéculations, mais rien de concret pour l'instant. Voilà. C'est ça. Si je me rappelle bien, en 2019, les chefs d'État africains disaient que les pays aux alentours devaient remplir des critères de convergence et qu'ils ne peuvent pas passer à l'éco s'ils ont des économies qui sont, on peut dire, différentes. Oui. Donc, je croyais que c'était le niveau du déficit public, plein d'agrégats macroéconomiques qui sont nécessaires pour converger tous vers l'éco. Est-ce que, de l'actualité que vous avez regardée, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution à ces sujets-là ou c'est juste un effet de buzz pour mobiliser la population ou faire le débat? Déjà, pour compléter, je dirais que par rapport à la première question, nos États sont très très mal préparés par rapport à ce projet-là. Et c'est un projet, comme il a su le dire, il faut s'aligner, s'asseoir et mettre les experts en fait. Les experts, j'ai pas entendu qu'il y a un groupe d'experts qu'on a constitué, des experts qui sortent du FMI, je sais pas, de quelques institutions que ce soit, qui a été constitué. Donc c'est chacun qui parle un peu à la volée comme ça, juste pour contenter les gens, comme je l'ai dit, c'est un grand écran de fumée. Le jour où ils voudront vraiment le faire, ils feront appel aux experts. Après, quand je parle d'experts, je ne parle pas d'experts européens. Je parle d'experts africains, bien entendu. Mais qu'on les mette autour d'une table pour qu'ils nous sortent une vraie réflexion, en fait. Donc, par rapport aux agrégats économiques, mais l'économie africaine est complètement disparate. On ne peut pas faire une monnaie unique. Si vous prenez la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazza, ça n'a rien à voir, les deux. Vous ne pouvez pas faire une monnaie. Je vais vous donner un parallèle. Il faut repartir il y a 15 ans entre la France et le Portugal. C'est à peu près pareil. Le Portugal s'était retrouvé dans une position difficile parce que c'était une catastrophe, parce qu'ils avaient une monnaie trop forte. Et quand vous avez une monnaie trop forte, vous êtes paralysé économiquement, en fait. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est beau d'avoir une monnaie unique, mais il y a des inconvénients à cela. Quand vous avez une économie faible, vous vous retrouvez à acheter très cher sur le marché. C'est ça. Et là, vous avez un problème. La Côte d'Ivoire peut supporter certains coûts parce que l'économie est plus ou moins structurée. Ils sont en train d'avancer. On voit les changements et les évolutions économiques. Mais si vous prenez l'exemple du Congo, aujourd'hui, ils sont endettés à 110% du PIB, notés, je ne sais pas comment, au FMI. Mais non, ils ne pourront pas supporter, en fait, la parité de la monnaie, tout simplement parce que quand ils vont arriver sur le marché, ils achèteront très, très cher et ils ne pourront pas suivre. Donc, vous avez comme ça des pays qui sont évolués, vous avez des pays intermédiaires et vous avez des pays qui sont derniers de la classe. Donc, il faut trouver un compromis au milieu. Et trouver un compromis au milieu, je peux vous assurer que le jour où ça arrivera, le dernier de la classe va bouder. Il va dire, oh, mais pourquoi je suis dernier? Il ne va pas voir qu'il n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Mais il va juste dire, oh là, les gars, je suis dernier. Et ce n'est pas normal que je sois dernier. Donc, vous voyez, ça va créer des problèmes et ça va créer des blocages. C'est pour ça que ça fait des années qu'on en parle et ça fera encore des années qu'on en parlera encore. De ces changements, il faut commencer par le début. On n'a pas commencé par le début. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment changer cette monnaie ou pas? Mais moi, en fait, je pense qu'en fait, il y a deux contextes, comme j'ai dit. Le premier écho qui concerne la zone UEMOA, c'est déjà le changement du nom de franc CFA à écho. Okay. Donc, le 1 euro aujourd'hui fait 655 francs CFA. Donc, 1 euro fera 655 échos pour la zone UEMOA. Ça ne change pas. Maintenant, l'écho général, donc l'écho CEDEAO, il y a un problème effectivement au niveau des critères de convergence. Il faut comprendre que le Nigeria, c'est 2/3 du PIB de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, ils ont un poids. Quand ils parlent de quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a les critères de convergence, il y a une dissonance entre la partie anglophone et la partie francophone. Parce que la partie anglophone, que ce soit le Ghana ou le Nigeria, c'est deux pays qui battent leur propre monnaie. Bien sûr. Donc c'est une monnaie fluctuante comparée à nos monnaies UEMOA qui est une monnaie qui est une parité fixe. Donc c'est un peu ça le nerf de la game. Au fil du temps, on verra comment ça se passera, quoi. Du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que déjà le débat, c'est un débat populiste? Et aussi, est-ce que tu es pour qu'on reste sur le franc CFA? Est-ce que tu penses que le franc CFA est une bonne monnaie? Ou tu milites, ou tu espères qu'on passe à une monnaie, on va dire, à régime
à taux d'échange flexible, par exemple? Bon, c'est une grosse monnaie et c'est une grosse question qui touche aussi la politique. Mais il faut comprendre aujourd'hui qu'en zone franc CFA, il y a un avantage, c'est qu'il y a l'avantage de la parité fixe. Ok. Donc, notre monnaie, le franc CFA, est fixe avec l'euro. Quel que soit le coût du métal ou des métaux, tout ce qui va avec, ça reste fixe. Comparé à des pays comme le Ghana ou le Nigeria qui ont des monnaies avec des échanges flexibles. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. En 2015, le cedi ghanéen a perdu 40% de sa valeur. Donc, imagine perdre 40% de la valeur de ta monnaie. C'est énorme. Dernièrement, il y avait une crise aussi au Nigeria où j'ai entendu même des gens qui commençaient à transacter avec le franc CFA au Nigeria. Donc, vous demandez aux commerçants, ils vous diront les réalités du terrain. Donc, après, c'est un débat qui passionne les foules. Moi, je suis effectivement pour le fait qu'on puisse quitter le franc CFA, mais pas brutalement. La monnaie est une question de souveraineté pour tout État. Donc, on peut quitter le franc CFA adossé à un panier monétaire yuan, euro, dollar, mais ça doit se faire progressivement. Et comme l'aîné a dit, en fait, il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants que ça. Donc, voilà. Alors, pour enchérir à ce qu'il a dit, moi, je pense qu'avant d'arriver là, il faut aller sur 3 points. Déjà, une bonne gouvernance. Il faut que les pays de l'UEMOA, ensemble, puissent avoir, on va dire, un même niveau d'économie, c'est-à-dire il ne faut pas qu'un soit lésé au détriment de l'autre. Par exemple, s'il y a un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est un peu structuré, on voit qu'il y a des agences de notation financière, ils ont quand même une assez bonne note. Par exemple, à d'autres pays qui sont le pouvoir d'achat n'est pas équitable. Donc, de ce fait, si on prend une monnaie, c'est justement pour pouvoir faciliter ces échanges commerciaux entre ces différents pays. Donc, déjà, il faut que dans ces différents pays, il puisse avoir une bonne gouvernance, des institutions solides qui sont là pour mettre en place toutes les conditions, comme tu as dit, adéquates pour que tous les pays puissent respecter ces normes-là et pouvoir faciliter les échanges entre eux. Et la troisième aussi, c'est une question politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique derrière de vouloir améliorer les choses. Parce qu'aujourd'hui, on constate que certains, comme il a dit, sont d'accord et il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. On va prendre le cas, comme il a dit, du Niger et du Ghana. C'est parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà, en termes de population, ils sont nombreux, donc ils savent déjà que ça a un impact important. Et ils savent que leur poids, déjà dans cette décision, peut impacter favorablement ou défavorablement par rapport à leur économie. Donc, si ils instaurent ça, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Qu'est-ce que les autres pays ont à y gagner, etc. Et comme il dit le dernier de la classe, lui, il va se dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais moi, par exemple, mon pouvoir d'achat est faible chez moi, je prends le cas du Togo, on met une monnaie en place, ok, qui est l'éco, c'est bien. Ok, mais on sait que le pouvoir d'achat au Togo et au Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, vous avez dans l'immobilier des achats, je pense que vous avez pu le constater sur Internet. Voilà, vous voyez des maisons, des très belles maisons, on va vous dire 30 millions. Et il y a des gens qui se plaignent, bah ça, Abidjan, c'est pas le même coup, quoi. Donc, arriver à ce niveau-là, il faudrait d'abord que les pays soient plus en même sur un même pied d'égalité. Et à partir de ce moment-là, on pourra discuter s'il faut qu'on harmonise avec une monnaie locale. Voilà. Eric? Alors, je pense que, comme il a su le dire, la parité est très importante en monnaie. C'est une force que nous ignorons, tout simplement parce que nous gérons mal. Voilà. La parité, il n'y a pas mieux. Le franc CFA, ça fait 15 ans qu'il est toujours à 655 francs CFA. Vous allez en Guinée, vous cassez la gueule, pour 100 euros, vous avez 1 million. Donc, pour 100 euros, vous avez un carton de billets comme ça, qui sert complètement à rien. C'est pas pour dévaloriser, mais c'est juste pour décrire un fait. Ce qui veut dire que nous avons des forces. Est-ce que nous pouvons utiliser ces forces-là d'abord? Avant de faire le débat sur changer la monnaie ou pas, est-ce qu'il y a des pays qui utilisent le franc CFA qui s'en sortent? Comment font-ils? Ça s'appelle le benchmarking en économie. Exemple de pays exemple de pays qui s'en sortent. La Côte d'Ivoire, on peut dire ce qu'on veut. Économiquement, ils s'en sortent. Le Sénégal, on peut dire ce qu'on veut. Ça va. On va pas. Et quand l'autre fait bien, il faut savoir dire que les autres, ils font bien. Donc, comment font-ils pour faire bien, en fait? Donc, les derniers ou encore ceux qui utilisent mal le franc CFA, au lieu de jeter la pierre sur le franc CFA, on pourrait se dire, mais si le voisin il fait bien avec le franc CFA, ça veut dire qu'on peut le faire. Après, s'il faut sortir, il n'y a pas de souci. Mettons un calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Union européenne? Quels sont les critères pour qu'un pays intègre l'Union européenne? Il faut qu'il réduise plutôt la dette autour de 3%. On vous oblige des critères. Déficit. Voilà, des critères de déficit. On vous oblige des critères. Il faut que vous puissiez rayer la corruption, il faut que vous puissiez numériser l'économie. On ne peut pas juste être à une économie 100% numéraire, ça veut dire qu'en espèces, et puis vouloir changer. Mais non, mais non. Il faut d'abord que la structure arrive. Il faut faire des changements structurels. Les changements structurels, c'est quoi? C'est commencer à numériser l'économie. Pourquoi commencer à numériser l'économie? Parce qu'il faut qu'on laisse des traces, en fait, pour tout ce qu'on fait économiquement. Chaque opérateur économique qui va opérer dans une zone, quelconque zone, doit être tracé, identifié et puis payer les taxes. Parce que nos États reposent
à 1000% pour certains pays sur encore le pétrole et autres. Il faut commencer à diversifier l'économie, chose qu'a fait la Côte d'Ivoire que je citais tout à l'heure. L'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pont de l'économie. L'élevage, c'est un pont de l'économie. Le tourisme, c'est un pont de l'économie. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, avant de dire changeons la monnaie, mettons-nous des critères d'abord. Que ceux qui sont devant puissent tracter ceux qui sont derrière. On met des critères, on se donne une durée. On se dit, bon, 10 ans. Vous avez 10 ans pour assainir votre économie. On met des critères. Si dans les 10 ans, vous n'avez rien fait, on vous rajoute 5 ans. Et après, une fois que vous avez montré patte blanche, comme on dit, on peut commencer à étudier votre dossier. Regardez, la Roumanie, elle vient juste d'intégrer l'Union européenne, là. Vous voyez? Donc, l'Union européenne leur a mis des critères qu'ils devaient respecter. Au bout de 2 ans, vous devez assainir la dette publique. Au bout de 3 ans, vous devez numériser l'économie. Au bout de 5 ans, vous devez faire une lutte contre la corruption, contre le blanchissement. Et après, quand nous avons des résultats sur ces plans-là, nous commençons à voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pays avec un faible pouvoir d'achat et avec une forte monnaie, c'est juste une catastrophe. Parce que plus personne ne pourra payer une baguette, on ne pourra même plus manger à sa faim parce que la monnaie, elle est trop forte. Donc, si je comprends bien, il y a un travail à faire sur les politiques publiques. Exactement. La bonne gouvernance et tout ce qui est mécanisme d'ajustement structurel. Exactement. Mais ça tombe bien parce qu'on avait prévu de parler de bonne gouvernance et de blanchiment. Comme on est sur la partie macroéconomie, je préfère qu'on continue sur ce sujet pour après passer sur les entreprises. Alors, selon toi, qu'est-ce que la bonne gouvernance? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos États africains pour être des... Quand on parle de bonne gouvernance, parce que le blanchiment, on parle de blanchiment, on parle d'arrangement, on parle de système de pots de vin qui circule aujourd'hui dans les... je sais pas si j'ai pas de preuves, mais c'est ce qu'on entend. Ouais. Qu'est-ce que pour toi c'est là? Qu'est-ce que la bonne gouvernance pour toi? La bonne gouvernance, c'est juste avoir une gestion transparente et lucide, en fait. C'est juste comme un bon père de famille. Un bon père de famille gère bien. Maintenant, c'est complètement différent dans une famille. Dans un pays, qu'est-ce qu'on attend par la grande gouvernance? C'est juste que les pays qui puissent numériser l'économie et qu'on puisse avoir une traçabilité des recettes. C'est là tout le problème. Ce que nous gagnons, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. C'est ça le problème de nos pays, de certains pays, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre. On le sait parce que il y a des richesses naturelles, on a pu développer quelques pans de l'économie, sauf qu'on ne sait pas ce qu'on en fait. On ne voit pas à quoi la population ne bénéficie pas de ça. Donc la gouvernance, c'est aussi gérer l'argent d'une manière optimale pour que le pays puisse se développer. Tout à l'heure, je parlais de développement structurel. Le développement structurel, c'est aussi mettre des hôpitaux pour que les gens se soignent, prendre soin de la population. Le développement structurel, c'est aussi avoir des écoles pour que les gens puissent avoir l'accès à l'éducation. C'est aussi avoir des magistrats qui tiennent pour pouvoir poursuivre les gens. Avoir des mécanismes de contrôle. Qu'est-ce que nous avons comme mécanisme de contrôle? Parce que je suis président aujourd'hui, ou il est ministre des Finances, comment on le contrôle? C'est ça le plus important. Comment on le contrôle? Parce qu'il faut qu'on contrôle ce qu'il fait. On a reçu 5 milliards. Bon, qui sait ce qu'il en a fait? Personne. Non, mais après, quand on parle de bonne gouvernance, il y a une notion qui est très importante, c'est la transparence. Voilà. Il faut être transparent dans tout ce qu'on fait. Il faut comprendre que la corruption est partout et on ne peut pas éradiquer la corruption à 100%. Mais il faut essayer au grand maximum de réduire cela. Donc on parle de transparence, c'est déjà au niveau des politiques publiques, que ce soit faire des audits réguliers, des audits internes. Il y en a aussi des audits externes. Donc c'est important d'avoir un point de vue interne et externe, d'une part. Après, il faut comprendre aussi que on est en concurrence avec nous-mêmes et pas avec les autres. Parce que souvent aussi, on veut calquer des modèles occidentaux qui ne représentent pas nos réalités. Exactement. Quand on parle aujourd'hui du changement climatique, qui sont ceux qui polluent le plus le monde? Ce n'est pas les Africains. Donc aujourd'hui, on ne va pas avoir la même exigence en termes de politique environnementale envers les Africains qu'envers les Européens. Donc souvent, on se trompe de combat. Nous, aujourd'hui, en termes de bonne gouvernance, c'est qu'on doit utiliser l'argent de manière efficiente, effectivement, de manière efficiente. Mais donc, investir dans tout ce qui est basique, les infrastructures, routes, hôpitaux, tout ce qui va avec. Et maintenant, comme on dit, joindre l'agréable à l'utile. Aujourd'hui, il y a question d'utilité. Et donc, en termes de bonne gouvernance, en fait, voilà, si on arrive à avoir de bons résultats en termes de gestion budgétaire, c'est quoi le ratio PIB-dette? Donc, on sait que la bottom line, on dit aujourd'hui, Grand Max souhaite en était à 57% de sa dette. Que tu dépasses cela, il y a un problème.
Maintenant, après, ça dépend. Le Japon est endetté peut-être à 200% de sa dette. Les États-Unis, pareil. Mais eux, ils ont leur propre monnaie. C'est différent de quelqu'un qui n'a pas sa propre monnaie. Quand tu as ta propre monnaie, tu peux être endetté à 200% de ta dette parce que tu imprimes tes propres billets. Donc, je te dis, à tout casser, tu peux imprimer tes billets et puis rembourser les gens. Mais quand tu n'es pas détenteur de ta monnaie et que tu es très exposé en termes de dette, c'est difficile. Compliqué. Parce qu'il faut comprendre que nous, par exemple, et c'est ce que moi, je suis d'accord avec le grand frère, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui fait des performances financières mais remarquables. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire arrive à aller emprunter en francs CFA à l'étranger. Vous imaginez, avant on empruntait en euros, mais on arrive à emprunter en francs CFA à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle les samouraï bonds. Donc la Côte d'Ivoire arrive à aller s'endetter au Japon. Donc l'économie japonaise a confiance en l'économie ivoirienne. Et c'est des performances que vous ne verrez nulle part ailleurs. En termes de notation financière, on est proche de l'investment grade. Ça veut dire ce que ça veut dire. Notre direction générale des finances des finances et de la dette remporte des prix à chaque année. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que, comme je disais, quand vous avez une monnaie comme le franc CFA que vous endettez en euros, vous devez rembourser en euros. Mais comment vous remboursez en euros? Vous remboursez en euros à cause de vos exportations. Donc nous, on exporte le cacao. On nous paye en devises étrangères. Donc c'est l'argent du cacao en griffe qui permet de rembourser les dettes. Mais est-ce que l'argent du cacao peut rembourser nos dettes? C'est là qu'on voit l'innovation financière. On se dit que maintenant, on va essayer d'emprunter en francs CFA à l'étranger ou emprunter sur notre marché régional. Donc, voilà, quoi, c'est un peu ça. Bruno? Alors, moi, j'aimerais ajouter ceci, que la bonne gouvernance est d'abord une question de décision. C'est une décision, une volonté de vouloir bien faire les choses à l'intérieur et en tenir compte de son contexte local. Je vais prendre le cas du Burkina aujourd'hui. Aujourd'hui, la gouvernance du Burkina ne plaît pas forcément à tous les autres pays, que ce soit à l'Occident comme en Afrique. Mais force est de constater qu'il y a des effets positifs. Là, récemment, ils ont inauguré une centrale en 90 jours. Comment c'est possible? Ils n'ont pas eu besoin d'aller prendre des experts internationaux. Ils se sont appuyés sur leur force, comme disait le grand frère, locale, l'exploiter au maximum et pouvoir en faire quelque chose de durable. Donc aujourd'hui, ce que nous, on demande en termes de bonne gouvernance en Afrique, c'est que les budgets alloués pour les projets soient bien évidemment investi dans ce projet et que ça soit remarqué de manière visible. Comme disait le grand frère, on veut des hôpitaux, il faut que ça soit factuel. On veut des routes, il faut que ça soit visible. On veut pas juste quelque chose écrit, un plan, etc. Et tous les budgets, on nous envoie des économistes venir dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et aujourd'hui, comme il a dit, on a des agences de notation financière en Afrique spécialisées pour le contexte africain. C'est-à-dire on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller chercher des gens en Europe pour venir nous dire ce qui est bon pour nous en Afrique. Aujourd'hui, on a Bluefic Investment qui donne des notes, de très bonnes notes, justement, sur des pays africains pour permettre aux investisseurs, justement, étrangers de pouvoir s'enquérir du contexte local, voir nos réalités et pouvoir investir. Donc, de ce point déjà, il faut que la bonne gouvernance passe d'abord par une volonté de vouloir bien faire les choses de la part de nos dirigeants et aussi éviter les nominations par affinité, et surtout par mérite. Il faut qu'on mette les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et si on constate qu'il y a des manquements, avoir le courage et la décence de pouvoir dire « je me suis trompé à ce niveau, il faut qu'on corrige et on rectifie le tir pour pouvoir évoluer ». C'est ce que j'avais dit. Il y a un sujet qui passionne les Ivoiriens. Oui. C'est le blanchiment de capitaux. Aujourd'hui, on entend parler de plusieurs affaires d'entrepreneurs, d'hommes politiques qui sont mêlés à des histoires de ce type-là. Oui. Pour le commun des mortels, pour quelqu'un qui n'a pas fait Bac+5 ou bien Bac+8 dans tout ce qui est économie, finance, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un peu comment ça fonctionne de façon terre à terre? Non, mais moi je pense que le blanchiment d'argent, c'est un concept, c'est de déjà acquérir de l'argent de manière illicite, donc de l'argent illégal, et de chercher à le faire rentrer d'un circuit légal. Donc acquérir de l'argent dans des trafics, peu importe que ce soit, et d'essayer de le faire rentrer dans le circuit légal. Donc ça peut faire rentrer l'argent à la banque qui est légale ou dans des investissements qui sont légaux. Donc la plupart du temps, des secteurs qui sont touchés par cela, c'est des secteurs comme l'immobilier, la plupart du temps. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a de nouvelles réglementations. Pas qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique généralement et partout dans le monde, il y a des réglementations concernant aujourd'hui le fait de faire de gros achats en cash. Parce qu'on sait qu'en Europe, la majorité des populations sont bancarisées. Donc, c'est très facile de pouvoir tracer des transactions. Certes, il existe des gens qui sortent du système, mais il n'y en a pas tellement. Il faut être très fin pour le faire. En Afrique, c'est différent. On est très en cash. Donc, aujourd'hui, pouvoir tracer tout ce qui est illégal, ça reste compliqué. Mais aujourd'hui, avec des institutions telles que le TRACFIN, le GAFI et tout ce qui va avec, il y a une pression qui est mise. Aussi, le dispositif régional ouest africain, c'est pour ça qu'il y a des questions de notation financière, d'audit aujourd'hui, de réglementation. Aujourd'hui, c'est plus possible de payer une maison en cash, par exemple, en Côte d'Ivoire. Chose qui était possible avant. Et donc, voilà, il y a des efforts qui sont faits. Mais effectivement, le blanchiment d'argent, ça existe et ça existera toujours, quoi. Mais il faut chercher à le réduire. Ok.
Bruno, toi, tu es gabonais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus est-ce que c'est un phénomène qui fait du mal au Gabon ou là-bas, c'est plutôt bien géré? Comme on va dire presque tous les pays de la sous-région de l'Afrique centrale, hein, le blanchiment, c'est un phénomène qui mine, on va dire, la société, hein, à tous les que ce soit du sommet de l'État comme aux petits commerçants et même parmi nous-mêmes qui sommes investisseurs ou entrepreneurs, etc. Donc, en fait, il faut juste comprendre, le blanchiment, c'est juste faire passer de l'argent dans des activités illégales comme pour, en activité, en pensant que c'est licite, en fait. Oui. Donc, ça passe par 3 étapes. Il y a le placement, l'empilement et ensuite l'intégration. Le placement, c'est-à-dire tu commences, je sais pas, si par exemple l'argent de la drogue, je prends un exemple basique, l'argent de la drogue pour le faire entrer dans le circuit, etc. Tu vas passer par quelqu'un qui détient une société, etc. pour justifier. Une fois que c'est dans le circuit, tu vas commencer à faire des petits virements d'une certaine somme pour pouvoir justifier que le fait que l'entreprise, elle fonctionne, etc. À travers les sociétés écrans, vous allez voir aujourd'hui, tout le monde a soi-disant une boutique de vêtements. Il n'y a pas des clients, mais apparemment, ça marche. Ouais, c'est ça. On ne voit pas les chiffres, mais on se rend compte qu'effectivement, ça fonctionne, etc. Tout ça, c'est des sociétés écrans qui permettent de justifier le blanchiment à gauche, à droite. Et aujourd'hui, on remarque aussi que les criminels sont de plus en plus sophistiqués. Aujourd'hui, on voit qu'à travers les paris sportifs aussi, on peut faire du blanchiment d'argent. À travers les crypto-actifs surtout, on peut faire du blanchiment d'argent. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une guerre qu'on peut gagner. C'est une lutte perpétuelle avec les criminels. Donc, ils innovent à chaque fois et donc nous on doit s'aligner pour pouvoir contrecarrer leur pion. Et avec l'IA aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, chacun peut se lever un matin et essayer de faire quelque chose pour pouvoir corrompre ou prendre de l'argent d'un circuit illicite et le faire entrer facilement. On a eu des exemples dans plein de pays aujourd'hui qu'on ne veut pas citer, mais que voilà, ça reflète entièrement ce qui se passe de manière générale en Afrique. Et partout dans le monde. Ouais. Ok, on est d'accord que ça a de l'impact sur le niveau de vie des populations. C'est ça. Parce que quand il y a beaucoup de blanchiment, généralement, ça facilite l'inflation. Parce que si des personnes ont la possibilité de payer, par exemple, une maison qui coûte de base 100 millions, et lui, il vient et dit, je suis prêt à payer 200 millions, c'est sûr que les prix vont augmenter. Donc, on va passer maintenant à l'entrepreneuriat. Je veux dire un mot sur le blanchissement. Bien sûr. Donc, la principale conséquence du blanchissement, c'est fausser les règles du marché. Ok. Parce que je vous donne un exemple. Je vais acheter il y a un commerce qui est à vendre. Lui, il vient, il veut... le commerce est à 100 000. Moi, je vais débouler. Je vais dire au gars, au lieu de 100 000, je te donne 50 000 cash. C'est ça. D'accord. Le gars qui vend, il va se coucher tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il va vendre moitié prix à 50 000. Il va déclarer au fisc qu'il a vendu 50 000. Ça fait moins de taxation. Et lui, il a bénéficié de 50 000 en espèces. Bien sûr. Donc, lui, il est gagnant dans l'histoire, en fait. Parce que quand vous faites une vente, ça dépendra de la plus-value que vous en faites. L'État vous prendra en 30 et 35%. Mais si vous réduisez l'assiette de la vente, à la fin, vous vous retrouvez à payer juste une petite part. Donc, vous voyez que ça fausse complètement le marché. Bien sûr. Vous vendez une maison, dans le même exemple, à 100 000, vous voulez l'acheter, pendant que vous vous débrouillez à faire des dossiers à la banque, moi, je n'ai pas besoin de la banque. J'y vais tout de suite. Je l'achète. J'ai faussé les règles du marché, en fait. Pourquoi ? Mais parce que moi, mon argent, il est illégal, mais je viens de fausser les règles du marché. Parce que pour faire un dossier pour un emprunt immobilier ou pour acheter un commerce, c'est minimum 3-4 mois. Mais le gars qui a de l'argent illicite, il n'attend pas 4 mois. Et ça, la principale conséquence, c'est aussi faire flamber les prix. Je vais vous donner un exemple d'une zone commerçante à Lyon, la Guillotière. Ouais, les prix se sont envolés. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a beaucoup de blanchissement, en fait. Blanchissement dans le sens où, de tout genre, hein, c'est qu'il y a beaucoup de cash et tout ce cash se retrouve sur le marché. Il faut le faire rentrer dans le circuit. Et chacun y va de sa démarche. Donc, on a tous, il a cité, des magasins dont on se demande, ce magasin, il y a toujours 3 personnes. Mais ça fait 10 ans que ça existe. Ouais. Voilà. Donc, le banquier, il n'a pas le pouvoir de vérifier est-ce que ce mec, il fait vraiment 100 clients par jour. Ce n'est pas de son ressort. Il ne le fait pas. Et donc, la principale conséquence du blanchissement, c'est fausser les règles du marché. J'ai une question, Juan Boni. On est d'accord qu'il y a beaucoup qui blanchissent, qui sont dans le blanchiment d'argent, qui font passer de l'argent un peu illicite dans le licite. Mais pour un entrepreneur qui travaille à la sueur de son front, qui bosse méthodiquement, comment pour lui, il peut lever des fonds, des vrais fonds ? Bon, de l'autre côté aussi, c'est des vrais fonds. Hein, mais comment il peut lever des fonds propres pour développer son activité ? Moi, je pense que le premier financeur d'une entreprise, ce sont ses clients. Ok. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, le financement vient après. Et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas. Vous avez un cas qui est particulier, qui sont les startups. C'est des projets sur papier. La plupart du temps, ils ont besoin de ce qu'on appelle de capital risque pour pouvoir décoller. Ça, c'est un fait à part.
il y a ce qu'on appelle les PME, les ETI, les TPE, les grandes entreprises. Il faut comprendre qu'il y a deux manières de financer. Il y a ce qu'on appelle la dette, il y a ce qu'on appelle l'equity. Donc la dette, vous la retrouvez à la banque. L'equity, vous le retrouvez chez les fonds d'investissement ou chez les business angels ou chez la famille. L'equity, c'est quoi? C'est prendre des parts dans l'entreprise. Donc, c'est un partage de risques. La dette, c'est aller emprunter auprès d'une institution financière et de rembourser à la fin de la journée. Quand il est question d'equity, vous prenez le risque. Quand le projet marche, vous êtes rémunéré. Quand le projet ne marche pas, vous n'êtes pas rémunéré. Donc, votre risque est rémunéré à la juste valeur. Mais quand il est question de dette à la banque, vous prenez la dette, que votre projet marche ou ne marche pas, vous êtes sommé de rembourser. Donc, il faut comprendre qu'il y a un palier en termes de financement, il y a le nano-financement. Donc, ça peut être votre boutiquier. Votre boutiquier, quand vous partez prendre de l'huile ou du savon chez lui et que vous dites je te rembourse, je te paie dans 2, 3, 4 jours, c'est une sorte de crédit. Après, il y a la microfinance. Donc, la microfinance, c'est pour les petites entreprises. Il y a la mésofinance qui est pour la taille moyenne. Il y a la banque traditionnelle. Il y a les fonds d'investissement. Il y a même la finance islamique. Il y a aussi tout ce qui est emprunt obligataire, donc le marché financier régional. Quand vous voyez des pays ou des grandes entreprises aller sur le marché financier. Donc, il faut que les entrepreneurs aient une culture financière pour comprendre que chaque typologie, chaque besoin de financement a ce qui lui correspond sur le marché, quoi. Alors, moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Avant même de passer à la levée de fonds, il faut d'abord savoir dans quoi on s'engage. Donc, avant même de penser à lever les fonds, il faut que l'entrepreneur se pose 3 questions. Où est-ce qu'il en est? De combien il a besoin? Et pour faire quoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'existe pas un financement type pour toutes les entreprises. En fonction de votre objectif, on vous oriente vers le financement adéquat par rapport à votre projet et par rapport à où vous voulez aller. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple. Une start-up qui développe une application mobile n'aura pas le même besoin qu'une entreprise déjà stable qui veut ouvrir une usine, etc. L'autre va se retourner vers un fonds qui investit dans les jeunes entreprises novatrices, etc. Et l'autre peut-être va aller vers le private equity, capital développement ou vers la banque pour pouvoir emprunter, pour pouvoir rembourser rapidement. Donc aujourd'hui, avant de pouvoir lever les fonds, il faut d'abord savoir dans quoi on est. Est-ce que j'ai besoin du cash pour faire quoi et pour combien de temps? À partir de ce moment, on t'oriente vers le financement le plus adapté qui correspond à ton besoin et qui peut faire évoluer ton entreprise. Eric, toi, tu es consultant qui accompagne pas mal d'entrepreneurs à Lyon et partout en France et aussi en Afrique. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients ou ceux qui démarrent ou même ceux qui ont déjà des activités depuis des années pour financer leur structure? Principale proposition que moi je fais, c'est d'abord le financement interne. Ça s'appelle juste la capacité d'autofinancement. Exactement. C'est comme je prends pour faire terre à terre, monsieur tout le monde doit avoir une capacité de se financer tout seul. Ça veut dire que c'est des économies. Pour la société, c'est complètement différent parce que l'argent rentre tous les jours et la société doit être capable de mettre de l'argent de côté chaque année quand elle fait son bilan pour sa capacité d'autofinancement. Parce que cette capacité, c'est ce qui lui permettra de rebondir dans les mauvais jours, on va dire. Parce que chaque société traverse parfois des périodes creuses où l'activité va très mal. Je donne un exemple, pendant la période du Covid. Voilà, bam, une catastrophe, tout le monde s'arrête. Bon. Tout le monde s'arrête, mais il faut que la société, bien sûr qu'il n'y a plus de salaire, bien sûr qu'il n'y a plus de charges, mais la société doit pouvoir continuer à tenir. Il y a des sociétés, par exemple les sociétés alimentaires qui continuent. Donc, en gros, c'est de dire que la société doit avoir une capacité d'autofinancement de l'argent qu'elle met à côté chaque année pour faire perdurer la société. C'est cette capacité que la banque va analyser pour pouvoir vous accorder un quelconque crédit. Que ce soit la banque, que ce soit toutes les autres formes de financement, s'appuieront sur cette capacité-là. Si votre capacité d'autofinancement est nulle, aucune banque ne va vous suivre. Tout simplement parce qu'elle va vous dire, écoutez, ça fait 5 ans que vous existez, vous avez 0 euro d'économie, vous êtes juste un mauvais gestionnaire. Bien sûr. Donc, à partir, c'est comme monsieur tout le monde, vous voulez faire un crédit IMO, le banquier va regarder combien vous avez. Si vous avez 0, il vous dira, monsieur, faites quelques économies, revenez me voir dans quelques années. Et c'est pareil pour la société. C'est que la société, l'entrepreneur, dans tous les cas, quand vous êtes entrepreneur, vous avez un expert comptable qui va vous le dire chaque année. Si vous avez 100 000 euros de bénéfices nets, l'expert comptable vous dira, mais ne vous virez pas 100 000 euros de dividendes. C'est juste pas possible. Prenez ce que vous voulez, mais il faut au moins la moitié dans la réserve légale de la société, que vous laissez dans la société, et c'est ce matelas qui permettra à votre banque d'apprécier votre capacité à gérer et après cette capacité lui permettra d'analyser et de se dire par rapport à ce que vous avez comme capacité d'autofinancement, je peux vous emprunter tant de millions. Et c'est pareil pour les autres sociétés qui peuvent vous aider pour votre croissance. Tant que vous n'avez pas de capacité, ils ne veulent même pas vous voir. Et les banques d'affaires, Juan Boni, quel est le rôle des banquiers d'affaires? Par exemple, moi, c'est à quel moment je dois me tourner vers un banquier d'affaires pour lever des fonds?
Alors, il faut comprendre que la banque d'affaires, c'est différent de la banque commerciale. Ok. Donc, la banque d'affaires conseille des entreprises ou encore des États sur des opérations déjà de fusion-acquisition. Ces fusions-acquisitions, c'est lorsque une fusion déjà, c'est lorsque deux entreprises veulent fusionner pour avoir une taille plus grosse. Après, il y a les opérations d'acquisition. Donc, une entreprise plus grosse veut acquérir une plus petite. Le banquier d'affaires intervient dans cette opération parce qu'il y a la partie acheteur, donc buy side, ou la partie vendeur, sell side. Donc il va structurer tout ce qui est dossier, tout ce qui est opération de financement et tout ce qui va avec pour ce genre de dossier. Après, il y a ce qu'on appelle les restructurations de dette. En Afrique, on en voit beaucoup. Vous prenez un pays comme le Congo, Brazzaville, vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, vous prenez des pays comme le Ghana qui font appel à des banquiers d'affaires en fait pour pouvoir restructurer leur dette. On peut constater que le stock de la dette est énorme à un certain moment. Donc, pour pouvoir relancer les discussions avec des institutions financières telles que le FMI ou la Banque mondiale, on fait appel à des banquiers d'affaires qui vont aller renégocier ces dettes-là avec les créanciers. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a une banque d'affaires qui s'appelle Alges Consulting, dirigée par un monsieur qui s'appelle Ibrahim Magassa, qui a accompagné la Côte d'Ivoire sur ce genre d'opérations, sur des opérations aussi de levée de fonds pour acheter des avions pour la compagnie Air Ivoire. On a aussi en France un banquier d'affaires qui s'appelle Mathieu Pigas, qui travaille pour une banque américaine qui s'appelle Centerview. Et vous savez que le Venezuela aujourd'hui a un gros problème sur sa dette. Et ce banquier d'affaires français là aujourd'hui a eu le mandat en fait pour pouvoir restructurer la dette du Venezuela. Donc c'est des opérations plutôt capitalistiques pour des entreprises assez grosses ou des États. Voilà. C'est pas pour le petit entrepreneur quoi. C'est un peu de la finance de luxe si on veut comparer au marketing. D'accord. Donc ça c'est le rôle du banquier d'affaires. Mais par exemple, moi je suis fondateur de Navalium Media. Oui. Il y a un média qui parle d'économie, géopolitique, éducation, vraiment des sujets qui impactent la jeunesse et aussi les entrepreneurs et les entreprises. Le média a véritablement démarré en 2026. Si je veux me développer, on va dire, sur le long terme, est-ce que pour accélérer ma croissance, est-ce que je dois travailler à développer ma croissance en interne, c'est-à-dire peut-être faire plus de publicité, travailler plus dans les sujets, dans l'équipe, dans le recrutement, dans la structuration? Ou est-ce que si j'ai du cash ou des moyens financiers, fusionner, racheter des petits médias pour grossir externement? Par exemple, Eric, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Moi, je parierais sur la croissance interne. La croissance interne, si vous avez un peu d'argent, c'est de faire de la publicité. Je ne vous conseillerais pas d'aller acquérir un autre média tout de suite. Okay. Il faut déjà poser les bases. Quelle est votre capacité d'autofinancement? En ce moment-là, vous pouvez tout à fait financer votre croissance. On finance la croissance en faisant de la publicité, en embauchant des spécialistes, en embauchant un cabinet spécialisé en communication qui peut polir votre image. Qui va vendre votre image sur les réseaux sociaux. Après, pour faire à moindre coût, vous pouvez prendre des stagiaires. Vous pouvez prendre des stagiaires, en 2 mois, ils ne sont pas rémunérés, vous leur donnez un petit billet de 100 € et ils font bien le travail. Voilà, donc la croissance, moi, pour un jeune média, c'est d'abord la croissance interne. Parce qu'il ne s'agit pas de dilapider son argent en espérant gagner de l'argent. Parce que pour gagner de l'argent, sur les réseaux sociaux, il y a des critères. Pour pouvoir être un média qui va arriver au niveau où vous allez faire des partenariats avec des marques qui vont certainement rémunérer, il faut un certain niveau. Il faut un certain stade de critères. Donc pour atteindre ces critères, il faut d'abord y arriver. Mais en ne dépensant pas beaucoup d'argent. Parce que je suppose que pour un jeune média, il y a le studio à louer, il y a beaucoup de frais, il y a peu d'entrées. Donc, il faut optimiser tout ça. Optimiser tout ça, c'est voir quels sont les leviers qu'on a. On a des stagiaires, on a des cabinets. S'il y a des jeunes frères qui viennent de commencer dans des cabinets de communication, vous pouvez nouer des partenariats avec eux. C'est des partenariats gagnant-gagnant où, entre nouveaux, on peut dealer. On peut se dire, je vous accompagne. Au lieu de 1 000 €, je vous le fais à 500 parce qu'on est tous des nouveaux, on est en train de s'entraider. Donc, il faut privilégier la croissance interne pour commencer et y aller doucement pour pouvoir optimiser tous les outils qui sont à disposition. Juan, toi, par exemple, comment tu vois la croissance externe? Est-ce que c'est pour toi, c'est des grandes entreprises à taille intermédiaire? Comment tu vois la croissance? Non, ça dépend. Si tu veux, ça dépend de ton capital et de si tu veux aller vite. Pour moi, la croissance externe te permet d'aller plus vite parce que sur un marché qui est compétitif, en fait, racheter un de ses concurrents te permet d'être plus gros. On voit qu'il y a beaucoup de médias comme Canal+, qui rachètent beaucoup. Qu'est-ce qui fait la force de ce genre, du groupe Bolloré, par exemple? C'est parce qu'il a vu qu'il était important de racheter beaucoup de médias. Effectivement, il y a la croissance interne aussi qui est intéressante, mais qui tire plus en longueur. Donc, ça prend plus de temps pour te construire une réputation bien solide. Si tu as des moyens,
tu peux racheter 2-3 médias et tu vas fusionner à la fin de la journée en fait pour avoir une plus grosse audience. Parce qu'en termes de médias, c'est une question d'audience. C'est ça. Si tu n'as pas d'audience, tu ne pèses pas lourd dans la balance. Donc ça dépend de ta stratégie et aussi de tes moyens, quoi. Alors moi, je pense que les avis sont un peu partagés. Moi, je pense qu'il faut un mix des deux. C'est-à-dire de la croissance interne comme de la croissance externe. Pourquoi en fait? Parce que tout dépend de ton objectif. Comment tu vas aller? Si tu vas aller rapidement, tu te focalises sur une croissance externe. Tu prends des experts qui vont venir accroître ton média, etc. plus rapidement. Mais si tu veux évoluer prudemment avec une certaine expertise, il faut privilégier la croissance interne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les entreprises font? Ils font un mix des deux. C'est-à-dire ils font des recherches en innovation en interne et ils prennent des entreprises externes qui sont déjà assez avancées pour pouvoir leur apporter, on va dire, une capacité supplémentaire, mais tout en ne négligeant pas leur propre évolution en interne. Donc aujourd'hui, il faut un mix des deux pour pouvoir avancer et essayer de se positionner sur le marché, pas juste prendre un pas en disant il faut la croissance interne ou externe. Aujourd'hui, je prends le cas de Apple. Apple aujourd'hui, c'est la croissance interne parce qu'ils ont vraiment un budget alloué pour la recherche et l'innovation parce qu'ils sont au top, ils sont dans leur mood, leur application, leur système, etc. Donc c'est un exemple assez palpable de voir que ça dépend vraiment de là où tu te soutiens. Si tu veux évoluer vite, tu vas vers une croissance externe. Et si tu veux évoluer étape par étape, tu choisis une croissance interne.